Antoine Diouf. Les conséquences du blocus à la frontière entre le Sénégal et la Gambie sont bien réelles. Il y a un impact négatif sur les recettes douanières. C'est le constat fait au niveau des postes de Karang et de Keur Aïb dans les régions de Fatick et Kaolack. Les recettes douanières ont tout simplement baissé. Binta Diallo. Jamais de mémoire d'un douanier, un blocus n'a aussi fait mal. Notre interlocuteur en ligne d'un poste de la douane du Saloum assure avoir vécu 3 blocus au niveau de la Transgambienne depuis 2008, mais ce blocus-ci a engendré une baisse considérable au niveau des recettes douanières. Rien que le poste de Karang, situé à Kaolack, verse plus de 100 millions de francs CFA par mois à la trésorerie payerie régionale. Le poste douanier de Keur Aïb dans la région de Fatick verse également des millions de francs CFA mensuellement au trésor régional. Depuis le différend frontalier entre le Sénégal et la Gambie, les versements ont considérablement baissé et les agents des postes de douane du Sine et du Saloum se tournent pratiquement les pouces quotidiennement. Point de marchandises, point de taxes, à part celles qui passent par le port de Kaolack selon la quantité des marchandises. L'autre effet négatif du blocus, la rareté de certains produits sur le marché de Kaolack et certains commerçants qui n'arrivent plus à s'approvisionner sur le marché gambien alors que la plupart d'entre eux ont contracté des prêts auprès de ces institutions financières. Du côté du trésor de Kaolack, les informations obtenues sont plutôt bonnes. Cette baisse des recettes douanières n'influe pas négativement sur les dépenses de l'État parce que révèle notre interlocuteur. En plus des recettes que verse la douane de Kidira et de Dagana, le trésor public leur alloue une enveloppe pour faire face aux dépenses. Dépenses et entrées aux pensions du Fonds national de retraite, aux pensions françaises, aux salaires des corps émergents et de l'ensemble des dépenses des collectivités locales du Saloum, entre autres. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h05. Il était impossible de circuler ce matin sur la Corniche Ouest. C'est parce que la voie avait été bloquée durant de longues heures par des étudiants de la faculté de droit qui réclament leur admission en master après la Corniche Ouest, où ils ont été chassés par les forces de l'ordre. Les manifestants se sont plus tard déployés vers l'avenue Cheikh Anta Diop. Nous avons en ligne dans ce journal Seydou Nourouba. Bonjour Seydou. Bonjour Antoine. Ça chauffe encore à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, vous l'avez dit, et la circulation, elle est toujours compliquée puisqu'à l'entrée de la faculté de droit, du côté de la Corniche Ouest, tout est bloqué par les forces de l'ordre armées de grenades lacrymogènes, des casques et tout autre matériel pouvant les défendre contre les jets de pierre. Il continue, si besoin est, de lancer des grenades lacrymogènes, de la fumée. On en voit du côté de la faculté de droit. En tout cas, pour les automobilistes qui sont sur la corniche, c'est un peu risqué. Il faudra être patient. Des gémis qui sont partout déployés. Certains qui étaient juste à l'entrée ont finalement décidé d'avancer vers les étudiants. Tout très en masse qui se sont éparpillés un peu partout pour manifester leur colère. C'est parce qu'ils ne leur est pas autorisé l'accès en master. C'est cela qu'ils ne sont pas prêts d'accepter, Antoine. Et depuis ce matin, vers le coup de 9h30, ils avaient réussi à bloquer les issues, que ce soit sur la corniche ou de l'autre côté de l'avenue Cheikh Anta Diop. De grosses pierres qu'ils avaient utilisées sont toujours là. Une petite accalmie pour l'heure, mais tout laisse à croire que la situation peut dégénérer d'un moment à l'autre. Oui, Antoine. Seydou Nourouba, merci. Vous avez dit l'essentiel. Le directeur de la SOGAS est visiblement agacé par cette affaire de vente de viande d'âne. C'est pour cette raison que Talla Cissé soutient mordicus la criminalisation du vol de bétail et l'abattage clandestin, ce qui peut être une solution. Talla Cissé au micro de Salif Sow. Nous demandons vraiment une criminalisation, mais carrément une criminalisation du vol de bétail et de l'abattage clandestin des mammifères destinés à l'alimentation des populations. Et puis on vous vend des choses dans des coins très douteux. Ça c'est manquer vraiment de discernement. C'est un animal très utile, mais le paysan ne se donne pas assez de mal pour le surveiller, il ne va pas l'attacher tous les soirs. Donc il est facile de voler un âne. Et c'est pour cela que les gens disposent de tant d'ânes pour en faire un abattage clandestin dans les zones comme Technopole ou dans les chantiers qui entourent les abattoirs. Ce ne sont pas
Pour la reconnaître, la viande d'âne désossée mélangée à du bovin désossé, on peut vendre ça aux petits restaurateurs qui viennent chercher aux abattoirs de la viande. On peut revendre ça aux gens qu'on appelle frostiers. On peut revendre ça à des gens vraiment, des gens qui ne connaissent rien, des innocents, inconscients, et ils vont amener ça chez eux. Tala Cissé, le directeur de la SOGAS, la commercialisation de la viande d'âne, refuse que certaines restauratrices se veulent très prudentes. Elles estiment que la faute incombe même aux consommateurs qui ne cherchent que la facilité. Reportage d'Isidore Alexandre. Dans un restaurant de la place, deux femmes s'affairent autour de la préparation du repas de midi. Comme beaucoup de Sénégalais, ils regrettent la vente de la viande d'âne qui pollue certains marchés dans la capitale sénégalaise. Pour Seynabou, il ne faut pas s'approvisionner n'importe où. Nous avons un vendeur spécial. C'est lui seul qui nous vend de la viande. S'il n'a pas de viande, nous on préfère ne pas acheter. C'est pourquoi j'appelle tous les clients à être vigilants. Il ne faut pas acheter de la viande n'importe où parce que c'est une denrée sensible. Avoir son propre vendeur, c'est bien, mais son ami pense que les consommateurs de viande sont en grande partie responsables. Entre le prix d'une bonne viande et le prix de la viande interdite à la consommation, il n'y a pas photo. Un kilo de viande qu'on vend à 1600 francs, c'est du jamais vu. Donc, nous les consommateurs, nous avons la grande responsabilité. Face à cette situation, quelle est la responsabilité du service national de l'hygiène? Tentative de réponse avec ce quinquagénaire. C'est le service national de l'hygiène qui ne fait pas son travail. La viande qui n'est pas interdite à la consommation, il y a un cachet. Donc c'est ce service-là qui ne fait pas son boulot. Ces détailleurs trouvés dans leur atelier estiment que la vigilance doit être de mise dans les familles. Isidore Alexandre Sen, Rufisque, RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Antoine Diouf. Malik Noël Seck crache sur le dialogue national convoqué par le président de la République Macky Sall. Le leader du Front National de Salut Public estime que le chef de l'État devait le faire plutôt avant de tenir un référendum, avant aussi de signer les APE, avant d'octroyer des bases militaires aux États-Unis d'Amérique. Les propos de Malik Noël Seck sont recueillis par Babacar Fall. Je ne vois pas en fait le sens. Jamais voulu dialoguer. Ils auraient dû dialoguer avec ce qu'ils appellent l'opposition avant de prendre la décision sur les APE, avant de soumettre un référendum. Je crois aussi que l'opposition naturelle est déjà avec lui, parce que je pense que l'opposition d'un régime libéral, c'est la famille socialo-démocrate. Or, ses amis d'hier sont avec lui au palais maintenant, donc il n'y a pas réellement d'opposition. Ceux qui sont là sont ses anciens amis, ses anciens frères. Donc je crois qu'ils dialoguent tout le temps. Ça n'a pas de sens. De la diversion, quoi, ce dialogue national. Ah oui, non, c'est de la diversion, puisque nous avons aussi une population qui accepte beaucoup de choses, donc il se permet un peu de faire ce qu'il veut et de nous tenir en haleine en attendant les prochaines échéances. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie du folklore politique qu'on a au Sénégal depuis une bonne vingtaine d'années. Le dialogue national annoncé par le président Macky Sall devrait être l'occasion de parler de la situation des conseils départementaux qui tardent à décoller. Ces conseils départementaux, c'est le président de la commission jeunesse du conseil départemental de Mbacké et secrétaire général de l'UJTL de Touba qui a fait cette déclaration. Batchesok souhaite que l'on s'attarde sur les questions sociales à l'occasion du dialogue national. Nous l'écoutons au micro de Papa Balagui. Par rapport au dialogue national lancé par le président Macky Sall, je crois que ce dialogue doit porter exclusivement sur l'avenir des conseils départementaux qui tardent toujours à décoller avec son fameux acte 3 de la décentralisation. Parce que le conseil départemental de Mbacké est très déçu de la répartition des fonds de dotation alloués aux conseils départementaux. Parce qu'on ne peut pas comprendre Matam, un département comme Matam qui bénéficie 240 millions, un département comme Mbour qui bénéficie 149 millions, Kaffrine 200 millions, alors notre département qui est la deuxième ville du Sénégal en termes de population, qui se retrouve avec 132 millions. Nous nous posons des questions sur quelle base, sur
quels critères on a réparti ces fonds-là. Donc je crois que ça doit être un point essentiel donc sur le débat posé par le président Macky Sall par rapport au dialogue. Donc je crois qu'il y a beaucoup de points à dialoguer, à savoir l'éducation, la santé, et aussi le problème de l'emploi des jeunes. Mais je crois que s'il s'agit des questions politiques, le Sénégal ne connaît pas une crise politique. Et la question de la gambienne, c'est-à-dire le blocus, ça devait suffire uniquement comme l'objet d'un dialogue national. Et puis la société civile va prendre part au dialogue national que le président Macky Sall va tenir le 28 mai prochain. Le coordonnateur du M23 et le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal pensent que l'on doit discuter des sujets les plus brûlants de l'heure, dont l'éducation, l'indépendance de la justice, entre autres. Mohamed Ali Mouba. Le 28 mai prochain, le président d'Amnesty International section Sénégal ne répondra pas à l'appel du chef de l'État les mains vides. Dans son cartable, Seydi Gassama a une banque de sujets. Pour nous, en tant que société civile, bien entendu, nous ne sommes pas intéressés par les questions de pouvoir et de positionnement. Nous allons poser clairement sur la table toutes les questions liées au renforcement de la démocratie, au renforcement des droits et libertés, et aussi au renforcement de l'indépendance de la justice. Le coordinateur du M23, Mamadou Bourj, lui emboîte le pas avec des questions qui vont du social à l'institutionnel en passant par l'éducation. La question de l'éducation est une question également particulièrement importante. On ne peut pas être dans un pays où le système éducatif et même le système sanitaire est bloqué pendant des semaines et bouche l'horizon et tout l'avenir. La question de la modernisation des partis, c'est une question importante. Pour le moment, rien n'est encore clairement défini, bien sûr, à part l'idée du dialogue national. Ajouté, Seydi Gassama plaide une discussion des modalités avant l'ouverture des travaux. Je pense qu'il devrait mener un dialogue chacune de ces catégories. Un dialogue avec la société politique, un autre dialogue avec la société civile, et un autre dialogue avec les... S'il en est ainsi, relève Mamadou Mbodj, c'est parce que la société civile n'a pas envie de servir de faire valoir. Il faut sans doute qu'il y ait des ateliers, peut-être, en tout cas qu'il y ait possibilité de feedback pour que le débat soit fécond. Les concertations sont prévues le samedi 28 mai 2016. Il ne sera plus question de dialogue politique, mais de dialogue national élargi donc à la société civile. Mais une question, les acteurs politiques vont-ils participer tous à ce dialogue? En tout cas, ceux interrogés disent attendre d'être saisis officiellement pour répondre à la question. Le débat du jour, c'est sur le dialogue national, couverture maladie universelle. La commune de la Médina a mis en place sa 3e mutuelle de santé et cela va permettre de faire la promotion de la CMU. Écoutons les explications du chef du service régional de l'agence de la couverture maladie universelle de Dakar, Serine Diouf, au micro de Mariam Diaye. Aujourd'hui, notre stratégie, c'est de développer la couverture maladie universelle avec un objectif de 75% de couverture d'ici 2017. Et l'axe prioritaire de cette stratégie, c'est la promotion des mutuelles de santé. On le fait à travers un slogan que nous appelons une commune, une mutuelle de santé au moins. Ça va permettre aux populations de Médina d'accéder à des soins de santé de qualité à moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, la cotisation qui est évaluée à 7 000 francs par tête et par an est subventionnée par l'État à hauteur de 50% pour les personnes qui ont la capacité de contribuer et à 100% pour les bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale qui, en tout cas, donc, vivent dans la... le ticket modérateur aujourd'hui, c'est-à-dire la part qui vous revient quand vous êtes adhérent ou bénéficiaire du mutuelle de santé, c'est les 1/5. RFM Bitim Réew. C'est l'actualité internationale. Vincent, bonjour Yoro Mangara. Rebonjour Antoine Diouf. Crash du vol A320, des cellules de crise mises sur pied à Paris. L'Airbus A320 de la compagnie égyptaire s'est abîmé en mer aujourd'hui pour des raisons encore inconnues. Il y avait 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français. 3 cellules de crise ont été mises en place au Quai d'Orsay, à l'ambassade de France en Égypte et à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le vol MS 804 avait décollé de cet aéroport hier soir à 21h. Nous nous rendons en Égypte où se trouve notre consoeur Marie-Louise Ndiaye de l'Observateur. Marie-Louise, quelle atmosphère règne en ce moment au Caire? Vous savez, j'ai du mal à parler de la situation du cas
parce que moi je suis à l'hôtel et aujourd'hui nous sommes de l'autre côté à l'université américaine du Caire. Mais ce que je peux vous dire, que ce matin, il y avait la tristesse à l'hôtel parce que le sujet qui était évoqué est celui du crash et tout le monde se demandait les causes de ce crash-là. Et voilà, pour le moment, on ne peut pas vraiment dire les raisons pour lesquelles le crash a eu lieu. Et la situation actuellement au Caire, bon, il y a la tristesse, bien sûr, dans l'hôtel et tout, mais par rapport à la ville, je ne peux pas vraiment, voilà. D'autres détails dans nos prochaines éditions avec Marie-Louise Ndiaye de l'Observateur. Le président français François Hollande s'est prononcé sur ce crash. Selon lui, aucune piste n'est écartée. Il rassure aussi les familles des victimes. Le gouvernement français compte assister toutes les familles. François Hollande au micro de nos confrères de RFI. Recueillir nous confirme, hélas. Les informations que nous avons pu recueillir nous confirment, hélas. C'est bon ? Que cet avion... Les informations que nous avons pu recueillir nous confirment, hélas, que cet avion s'est abîmé et s'est perdu. Avec les autorités égyptiennes, nous faisons en sorte que toutes les familles puissent être accompagnées, informées dans cette épreuve. Et nous avons une pensée de solidarité et de compassion. Ce n'est pas la première fois que de telles catastrophes se produisent. Et nous savons ce que cela représente pour les familles et pour les proches. Mais nous avons aussi le devoir de tout savoir, de tout connaître sur les causes de ce qui s'est produit. Et aucune hypothèse n'est écartée, aucune n'est privilégiée. Je sais que le gouvernement français est mobilisé, je sais que beaucoup d'organisations, à commencer par, bien sûr, les compagnies aériennes concernées, mais également les autorités de pays amis, en premier lieu les autorités égyptiennes sont mobilisées et nous aurons la vérité. Le président français François Hollande, 5 casques bleus tués au nord Mali. Encore des pertes enregistrées dans les rangs des casques bleus au Mali. 5 d'entre eux tués aujourd'hui dans une embuscade dans le nord Mali, précisément à Kidal. Ces soldats des Nations Unies sont de nationalité tchadienne. République démocratique du Congo, pour terminer, la société civile décrète 3 journées ville morte au sud Kivu. Elle prépare une journée de deuil et appelle la population à porter des vêtements noirs. Cette journée est prévue demain. C'est pour protester contre les massacres attribués aux rebelles ougandais AEDF, et ce, malgré des opérations répétées de l'armée congolaise et des interventions de la mission onusienne Antonio. C'était l'actualité internationale. Merci Romana. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le dialogue national prévu le 28 mai prochain. Nous allons en parler dans quelques minutes. RFM. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Bonjour. Le football, l'absence de Famara Diédhiou dans l'effectif d'Aliou Cissé fait encore débat. Oui, il ne fait pas partie des joueurs devant affronter l'équipe du Burundi le 4 juin prochain en éliminatoire de la CAN de foot. Le meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue 2 française a été zappé par le sélectionneur. Notre confrère de l'agence de presse sénégalaise, Salif Diallo, relativise cependant. Pour lui, l'heure de l'attaquant de Clermont va sans nul doute sonner. Nous l'écoutons. Quand on regarde les statistiques stricto sensu, il marque 21 buts en championnat de Ligue 2. Il vient d'être nommé meilleur joueur de la Ligue 2 française. Ça peut poser des problèmes. Surtout quand on voit qu'on l'avait appelé le match lors des 2 derniers matchs contre le Niger. Mais il faut voir à la place de qui on n'a pas pris Famara Diédhiou, mais l'entraîneur a pris qui à la place? C'est Mambiran Diouf et Moussa Konaté qui depuis plusieurs années sont en sélection et d'habitude qui sont très performants en sélection, même si cette année en club ils n'ont pas brillé. Donc il faut mettre cette réflexion là sur la table. À la place de Famara Diédhiou, l'entraîneur national a pris Mambiran Diouf et Moussa Konaté, qui sont des habitués de la tanière, qui marchent en sélection quand même. C'est ça, c'est là-bas où il faut se poser il faut situer le débat. Ensuite, la seconde chose, c'est quand on appelait Famara Diédhiou, on avait ouvert la liste à 26 jours. Pour la première fois, Aliou Cissé a fait une liste de 23 jours. Les seules nouveautés qu'Aliou Cissé a apportées dans cette liste, c'est quoi? C'est Kouli Diop,
c'est Fallou Diagne en défense. Mais au niveau des joueurs entre guillemets à vocation offensive, il y a pratiquement pas de changement. C'est Kouly Diop qui est au milieu de terrain. Donc moi, si le plan statistique, ça peut pas se comprendre, mais sur le plan de la liste, de la cohérence de la liste, oui, je peux être d'accord avec l'entraîneur national. Salif Diallo, notre confrère de l'agence de presse sénégalaise, notez que le regroupement des Lions débute demain vendredi à Amsterdam, en Hollande, Burundi, et puis la prochaine étape pour l'équipe du Sénégal, ce sera donc le Rwanda, avec les Lions qui vont jouer contre l'équipe rwandaise en rencontre amicale internationale le 28 de ce mois. Burundi et Sénégal, c'est le 4 juin prochain à Bujumbura ou alors à Rumongue. On attend d'en avoir en tout cas la certitude, puisqu'il y a débat autour donc du lieu de cette rencontre. Le Sénégal, pour rappel, est leader du groupe K avec 12 points. Après 4 journées, au nul suffirait aux Lions pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au courant du mois de janvier prochain, vers février, au Gabon, bien entendu, Antoine Diouf. La lutte quarantenaire, plus d'une décennie sans victoire. La retraite a-t-elle sonné pour Tyson? Oui, Mohamed Ndao Tyson, le leader de Boulfalé, qui a signé sa dernière victoire dans l'arène en 2004 contre Moustapha Gueye. Certains spécialistes avancent qu'il est temps d'arrêter pour celui qui jadis faisait la pluie et le beau temps dans l'arène. Pire, dit notre confrère Ib Khan, Tyson n'entre plus dans les plans des promoteurs de lutte. Nous l'écoutons. C'est vrai que ça a pris l'actualité depuis sa dernière défaite contre Gris Bordeaux le 3 mai 2015, une défaite qu'il a beaucoup enfoncée. Bien que Tyson a fait les beaux jours de l'arène sénégalaise durant les années 90-2000, mais depuis 2004, Tyson est au fond du trou, on peut le dire, parce que à sa victoire contre Tafa Gueye en 2004, il n'arrive plus à gagner. Et cette situation inquiète tout le monde. Un lutteur comme Tyson qui a pu battre Tafa Gueye au summum de son âge, Tafa Gueye qui n'arrive plus à gagner, ça inquiète tout le monde. Et l'arrêt de sa carrière ne dépend que lui, c'est à lui de dire s'il va arrêter ou non. Mais la situation est grave quand même pour Tyson, parce que depuis lors, les promoteurs ne poussent plus à la porte de Tyson. Qu'est-ce qui se passe? Tyson ne fait plus courir les promoteurs, ne fait plus courir les sponsors. Et ça c'est ce qui m'inquiète et inquiète aussi ses fans, les amateurs. C'est sûr que la dernière décision va revenir à Tyson himself, qui va certainement se prononcer sur sa retraite, donc annoncée par certains spécialistes de cette discipline. Bien de chez nous. Merci, cher Tidiane Diagne, pour cette page des sports. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Le dialogue politique fixé au 28 mai prochain. Le Soleil pose le contexte sous un ton officiel. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres hier mercredi 18 mai 2016, note le quotidien, à 10h au Palais de la République. Revenant sur son appel au dialogue national, le chef de l'État réaffirme sa ferme volonté de mener des consultations inclusives sur des questions exclusivement d'intérêt national. Fixant ainsi le cadre du dialogue, poursuit le document, il engage le gouvernement et tous les acteurs concernés à perpétuer cette tradition bien sénégalaise de se retrouver toujours pour échanger sur des sujets majeurs. Dans ce cadre, le chef de l'État compte ouvrir le dialogue national samedi 28 mai 2016 en recevant les acteurs de la classe politique, ceux de la société civile, du secteur privé, des organisations des travailleurs, les autorités religieuses et coutumières. Ainsi donc, Macky consulte le 28 mai, évacue simplement l'observateur. Macky fixe le cadre du dialogue, complète le populaire, qui note au passage que ce dialogue sera national et inclusif. Macky prend date, soupir Sud Quotidien, qui relève que le dialogue entre dans sa phase opérationnelle. Macky donne le signal, les cartes d'invitation déjà en confection. Souligne en rouge le journal AS, le dialogue national à la place du dialogue politique 28 mai à Macky, mais MAIS, conjonction de coordination que comprendre. À sa page 2, le confrère commente. Peu importe l'adjectif ajouté à la politique, il reste juste un grand rendez-vous d'hommes politiques qui cherchent à sauvegarder leurs intérêts politiques. L'instant du dialogue est terminé, fulmine le confrère. C'est le temps du travail. Mais que pensent justement les acteurs politiques de ce dialogue? Le porte-parole du PDS, Babacar Gaye, interroge
interrogé par le même quotidien, mais la pédale douce. Nous attendons de voir l'agenda, évacue-t-il sans plus de précision. Pour Moussa Sarr de la LD, ce dialogue ne doit pas s'éterniser. Mamadou Diop de Croix, dans le journal As, manque de tomber des nues au sujet du dialogue politique. Nous ne sommes pas au courant, dit-il. On attend. Même observation pour Maître Amadou Sall du Parti démocratique sénégalais qui assure l'apprendre à l'instant où le confrère l'invite à réagir. Remis quotidien de se demander si nous n'allons pas vers un gouvernement élargi. En tout cas, si c'est le cas, relève de son côté la tribune. En voilà un qui sera exclu. Le fils de l'autre, entendez Karim Wade, le dialogue dont le président vient de définir les contours, relève le journal, doit reposer sur les questions d'international et non sur des intérêts crypto-personnels. Du coup, Karim Wade se trouve exclu. Le trafic de viande d'âne, une réalité au Sénégal, constate avec amertume Libération. En témoigne la découverte par la gendarmerie de Anne de carcasses d'âne abattues et dépecées dans l'enceinte du Technopole. Le cerveau de la bande a été arrêté, note le journal, les autres dans la nature. Les aveux effroyables du boucher aux hommes en bleu. Le confrère assure que le délinquant revendait la viande d'âne sur le marché à des prix qui défiaient toute concurrence. Le populaire note que c'est tout un réseau organisé qui opérait. Les délinquants ont été surpris vers 21h en train de dépecer des ânes. Selon le quotidien, la gendarmerie démantèle un abattoir clandestin. Enquête assure que la viande devait être écoulée à Serras. Sud Quotidien en profite pour donner la parole aux populations de la banlieue. Elles en sont venues à perdre l'appétit, conclut le confrère. Les populations tergiversent pour l'achat de la consommation de la viande. Al-Khali Sissi, le prisonnier de Jeddah, se rappelle à nos souvenirs dans les geôles de l'Arabie Saoudite depuis 4 ans pour des faits d'escroquerie. Il est malade sans soin, rapporte Grand Place. Ses avocats ont décidé de saisir le Conseil des droits humains des Nations Unies. Des détenus en grève de la faim, cela se passe à la prison du camp pénal et de Koutal. Enquête assure que les prisonniers boudent la nourriture pour protester contre ce qu'ils appellent leurs mauvaises conditions de détention. Ils déplorent par ailleurs le fait qu'ils n'aient pas bénéficié de la liberté conditionnelle ou de la grâce présidentielle. Ils exigent la présence du procureur de la République pour mettre fin à leur guette. Et puis sport football, Burundi-Sénégal du 4 juin prochain. La liste des 23 joueurs d'Aliou Cissé connus. Apapo Kouli Diop rappelé, première pour Fallou Diagne, Famara Diédhiou Zappé pointe le populaire. Aliou Cissé renforce son commando, écrit de son côté l'Observateur. Dans l'As, Aliou Cissé prend date. Nous irons, dit-il, chercher la victoire à Bujumbura. Bonne lecture à tous. Mohamed Ali Mouba, merci. Et puis cette information, les populations de Mbari allées dans le département de Bambey ont encore barré la route Ila Touba pour exiger le paiement des impasses. Oui, voilà quelques semaines qu'elles attendent cet argent sans le voir. Nous y reviendrons avec notre correspondant Babacar Diouf.